La Confédération galactique existait depuis plus de 10 000 ans. Des centaines d'espèces extraterrestres vivaient ensemble dans ce qu'elles appelaient l'harmonie. La plupart suivaient le même chemin. Elles développaient le voyage spatial, exploraient leur système solaire, puis la Confédération les retrouvait. Les espèces plus anciennes guidaient les nouveaux venus, leur enseignaient pour les règles et leur montraient leur place dans la galaxie. Les humains ont fait les choses différemment. Les scientifiques de la Terre ont fait le saut vers les voyages plus rapides que la lumière par leurs propres moyens, sans guide, sans professeur. Ils ont simplement compris et sont partis en exploration. Leur première rencontre avec des extraterrestres a eu lieu lorsqu'un petit vaisseau de reconnaissance humain a rencontré un vaisseau Vex, près des confins de l'espace humain. Les Vex étaient de paisibles créatures aquatiques qui vivaient dans des vaisseaux remplis de liquide. Ils furent choqués de rencontrer des humains qui avaient développé le voyage stellaire sans aide extérieure. La nouvelle se répandit rapidement dans la Confédération. De nombreuses espèces s'inquiétèrent. Le gouvernement humain décida d'envoyer quelqu'un pour discuter avec la Confédération. Son choix se porta sur John Miller, un diplomate expérimenté qui avait résolu de nombreux conflits sur Terre. John était grand, avec des cheveux gris sur les tempes et des yeux bleus calmes. Il avait le don de mettre les gens à l'aise, même lorsque la tension était palpable. « C'est la chance d'une vie », avait dit John à sa femme avant de partir. Premier humain à parler au nom de nous tous. L'assistante de John était Olivia Grant, une jeune femme qui apprenait les langues plus vite que quiconque. Elle avait les cheveux bruns courts et un regard vif qui ne laissait rien passer. Olivia avait appris 7 langues terrestres avant ses 20 ans. Elle étudiait désormais la communication extraterrestre avec la même concentration. « Je n'aurais jamais pensé utiliser mes compétences pour parler avec de vrais extraterrestres », dit Olivia alors que leur vaisseau s'apprêtait à quitter l'orbite terrestre. Leur vaisseau, l'UES. Poignée de main, voyagea pendant 3 semaines pour atteindre Nexus Prime, le centre névralgique de la Confédération. L'immense station spatiale ressemblait à une fleur métallique aux centaines de pétales. Chaque section abritait des représentants de différents mondes. John et Olivia se sentaient petits en s'amarrant à la station. Des gardes les attendaient au sas. Les extraterrestres étaient de grandes créatures insectoïdes, dotées de 4 bras et d'yeux composés. Ils ne portaient aucune arme visible, mais se déplaçaient avec une précision militaire évidente. « Bienvenue sur Nexus Prime », dit le garde principal par l'intermédiaire d'un traducteur. « Je suis le chef de la sécurité Crève. Le conseil vous attend. » En traversant la station, John et Olivia aperçurent des extraterrestres de toutes formes et de toutes tailles. Certains flottaient dans des bulles de gaz spéciales. De toutes formes et de toutes tailles. Certains flottaient dans des bulles de gaz spéciales. D'autres se déplaçaient sur de nombreuses pattes ou glissaient au sol. Certains semblaient presque humains, tandis que d'autres semblaient impossibles à imaginer selon la biologie terrestre. La salle centrale de Nexus Prime était une immense salle, avec des centaines de sièges disposés en cercle. Au milieu se trouvait une table ronde où siégeaient les représentants les plus importants. Le silence se fit lorsque John et Olivia entrèrent. Le haut conseiller Colère d'Artan se leva pour les accueillir. Sa peau grise ressemblait à de la pierre et ses yeux brillaient d'un jaune éclatant. Sa voix grondait lorsqu'il parla. « Les représentants de la Terre pourraient t'approcher, » dit-il. John s'avança avec assurance tandis qu'Olivia prenait des notes sur sa tablette. Il s'inclina légèrement, comme il l'avait fait à l'entraînement. « Je vous transmets les salutations de la Terre et de tous les humains, » dit John. « Nous sommes venus en quête d'amitié et de connaissance. » Des murmures parcoururent la salle. Certains semblaient accueillants, d'autres inquiets, voire en colère. « La Terre obtient le statut d'observateur, » annonça Zrath. « Vous pouvez observer nos activités et apprendre nos coutumes avant de considérer pleinement votre espèce, » remarqua John dans sa formulation prudente. « Ni adhésion, ni partenariat, juste observation et apprentissage, comme des enfants à l'école. » Plus tard dans la soirée,
Dans leurs quartiers respectifs, Olivia revoyait ses notes. « Certains ont peur de nous, dit-elle à John. As-tu remarqué les représentants de Drax, ceux à base de silicone? Ils n'arrêtaient pas de parler de protocole de confinement alors qu'ils pensaient que je n'écoutais pas. » John observait les étoiles par leurs petites fenêtres. « Nous avons beaucoup à apprendre sur la politique ici, mais je vois déjà que nous devrons être prudents. Très prudents. » Ni John ni Olivia ne réalisèrent alors à quel point cette politique deviendrait dangereuse. Sur Terre, l'amiral William Carter préparait déjà des navires et des armes, au cas où les négociations échoueraient. L'humanité était venue à la table galactique, mais elle n'y siégerait pas comme servante. 6 mois passèrent sur Nexus Prime. John et Olivia apprirent les us et coutumes de la Confédération. Ils assistèrent à d'innombrables réunions, étudièrent les lois extraterrestres et tentèrent de se lier d'amitié avec d'autres espèces. Certains extraterrestres se montrèrent bienveillants envers eux. D'autres gardèrent leur distance. Les Vex, les extraterrestres aquatiques qui rencontrèrent les humains pour la première fois, devinrent leurs plus proches alliés. L'ambassadrice Vex, une créature à la peau bleue nommée Lulani, invitait souvent John dans sa chambre remplie d'eau pour partager ses histoires. « Votre espèce évolue si vite, » dit un jour Lulani à John. Ces paroles résonnèrent dans un appareil de traduction. La plupart des races mettent des centaines d'années à découvrir ce qu'elles ont appris en des décennies. John sourit. « Nous sommes curieux de nature, parfois trop curieux pour notre propre bien. » Ce que John ne dit pas, c'est qu'il commençait à s'inquiéter. À chaque réunion, le même problème se posait. La Terre n'avait qu'un statut d'observateur. Les humains pouvaient observer, mais pas voter sur les questions importantes. Et de puissants extraterrestres voulaient Xaneki. Cela reste ainsi pour toujours. Les Drax étaient les pires. C'étaient des formes de vie à base de silicium, dotées d'un corps cristallin et d'un esprit froid. Leur chef, le membre du Conseil Vorn, qualifiait ouvertement les humains de dangereux primitifs lorsqu'il pensait que John ne pouvait pas entendre. Les Vauriens, à l'esprit de ruche, étaient tout aussi dangereux. Ils ressemblaient à des humains grands et minces, mais partageaient un esprit commun. Ils murmuraient qu'il fallait contenir la Terre avant que les humains ne se propagent trop loin. Olivia était plus douée pour recueillir des informations que les extraterrestres ne le pensaient. Son esprit vif et son don pour les langues lui permettèrent de comprendre des conversations que d'autres considéraient comme privées. Un soir, elle revint dans leur quartier avec des nouvelles inquiétantes. « Les Drax préparent quelque chose, » murmura-t-elle, bien que leur chambre fût censée être privée. Ils ont rencontré les Vauriens et 3 autres espèces majeures. Ils parlent de la Terre comme d'une menace à contrôler. John hocha lentement la tête. Je m'en doutais. Envoyer un message sécurisé à la Terre. Le président Gibson doit être informé. Sur Terre, le gouvernement se préparait déjà au problème. L'amiral William Carter ne faisait pas confiance aux extraterrestres. Il avait les cheveux grisaciés et le visage ridé par des années de décisions difficiles. L'amiral avait combattu lors de la dernière grande guerre terrestre et savait à quelle vitesse la paix pouvait se transformer en conflit. « Nous espérons l'amitié, mais nous nous préparons à tout le reste, » avait dit Carter à ses officiers du quartier général de la défense de la Terre. La base souterraine bourdonnait d'activité tandis que les vaisseaux étaient construits et les équipages entraînés. Son officier le plus prometteur était le lieutenant Samantha Powell. Jeune, aux cheveux noirs et courts, elle possédait un esprit brillant pour la technologie. Pendant que les politiciens discutaient, Samantha travaillait. Elle dirigeait une équipe développant de nouveaux systèmes de boucliers pour les vaisseaux terrestres. La Confédération ignore tout de nos connaissances en matière de champ quantique, expliqua Samantha en montrant son travail à l'amiral. Ces boucliers arrêteront toutes les armes que nous avons détectées sur leur vaisseau. L'amiral Carter hocha la tête en signe d'approbation. Gardez ceci confidentiel, lieutenant. Si nous avons besoin de ces boucliers, je veux que ce soit une surprise. Matin. Sur Nexus Prime, John et Olivia poursuivirent leur travail diplomatique.
Ils apprirent que la Confédération fonctionnait sur la base du consensus entre les principales espèces. Les races plus petites n'avaient guère leur mot à dire dans les décisions. Ce n'était pas le système équitable qu'ils prétendaient être. Un matin, John reçut un message privé du haut conseiller Colère. L'extraterrestre à la peau de pierre demanda une réunion en l'absence des autres représentants. Un matin, John reçut un message privé du haut conseiller Zrath. L'extraterrestre à la peau de pierre demanda une réunion en l'absence d'autres représentants. « Je souhaite parler librement », dit Zrath lors de leur rencontre dans une petite salle à l'écart des salles principales. Certaines factions craignent votre espèce. Elles vointent la rapidité avec laquelle les humains s'adaptent et créent. Elles s'inquiètent de ce que vous pourriez devenir dans un siècle ou deux. John garda son visage impassible, même si son cœur battait plus vite. Nous venons en paix, conseiller. Les yeux jaunes de Zrath observèrent John. La paix exige la confiance, ambassadeur Miller. Et la confiance est rare quand il s'agit de votre espèce. Ce soir-là, John envoya un autre message sécurisé à la Terre. Il n'écrivit que 5 mots. Nous aurons peut-être bientôt besoin d'options. La présidente Laura Gibson lut le message dans le bureau ovale. C'était une grande femme à la peau sombre et au regard fixe qui avait guidé l'Amérique à travers des moments difficiles. Elle menait maintenant une planète entière à la croisée des chemins. « Dites à l'amiral Carter de positionner ses vaisseaux », dit-elle à son chef d'état-major. Discrètement. « Nous espérons toujours la paix, mais John a raison. Nous avons besoin d'options. » À travers le système solaire, la flotte cachée de la Terre commença à se déplacer. L'humanité se préparait à un jour qu'elle espérait ne jamais voir arriver. Le jour tant redouté par John arriva enfin 3 semaines plus tard. La salle du conseil était plus pleine que d'habitude. Des représentants de toutes les espèces membres étaient présents, même ceux qui n'envoyaient habituellement que des délégués juniors. Un événement important allait se produire. Le haut conseiller Xrath ouvrit la séance. Son visage de pierre ne trahissait rien lorsqu'il parla. Le conseil reconnaît Vorn, membre du collectif Drax, annonça Zrath. Vorn se leva de son siège, la lumière se reflétant sur son corps de cristal tandis qu'il se dirigeait vers le centre de la salle. La voix du représentant Drax résonna comme du verre brisé. « Chers collègues, je présente aujourd'hui la motion 7293 concernant le statut de la Terre et de ses colonies, » a déclaré Vorn. « Pour la sécurité de toutes ces espèces de la Confédération et pour le bon développement de l'humanité elle-même, je propose des restrictions à l'expansion humaine. » John sentit son estomac se serrer. À côté de lui, Olivia tapait rapidement des notes sur sa tablette. Vorn a poursuivi. Les humains seront confinés à leur système solaire d'origine pendant une période d'au moins 100 cycles standards. Tous les vaisseaux humains doivent être équipés de dispositifs de surveillance de la Confédération. Tout développement technologique humain doit être examiné par le comité de surveillance technologique. La salle s'est embrasée de voix diverses. Certains représentants ont exprimé leur soutien. D'autres semblaient inquiets de conditions aussi sévères. Les espèces plus petites, comme les Vex, sont restées silencieuses, craignant de s'opposer aux puissants Drax. Lorsque Vorn eut terminé, il regarda John droit dans les yeux. Ces mesures visent à protéger l'humanité. Vous êtes tout simplement une espèce trop jeune pour errer librement parmi les étoiles. John se leva, le visage calme malgré sa colère. L'observateur terrestre demande un délai pour consulter notre gouvernement au sujet de cette proposition. Le haut conseiller Colère acquiesça. Le conseil accorde une suspension de séance de 3 jours standard. Alors que John et Olivia quittaient la salle, des murmures les suivirent. Dans leur quartier, Olivia finit par exprimer son opinion. « Ce n'est pas une protection, c'est une prison, » dit-elle. « Ils veulent nous garder enfermés pendant qu'ils déterminent si nous sommes dangereux. » John acquiesça, et nous savons tous les deux ce qui arrive aux espèces que la Confédération juge dangereuses. Ils sont guidés.
jusqu'à ce qu'il ne représente plus une menace. Il a ouvert un canal sécurisé vers la Terre. Nous devons parler au président. La présidente Laura Gibson a reçu leur transmission dans la salle de crise de la Maison-Blanche. L'amiral Carter et ses officiers supérieurs étaient assis à ses côtés. Le visage du président était sombre, tandis que John expliquait la situation. « Ils veulent nous enfermer dans notre propre système solaire », conclut John, « et surveiller tout ce que nous faisons ou construisons. » Le président Gibson se tourna vers l'amiral Carter. « Votre avis, amiral ?» Carter n'hésita pas. « Accepter ces conditions rendrait la Terre vulnérable, Madame la Présidente. La Confédération pourrait étudier nos défenses tout en nous empêchant d'explorer au-delà de notre système. S'ils décidaient bien plus tard de prendre des mesures contre nous, nous serions gravement désavantagés. » La présidente regarda les visages autour de la table, puis revint à l'image de John à l'écran. « Ambassadeur Miller, comment la Confédération réagirait-elle si nous rejetions ces conditions ?» demanda-t-elle. John réfléchit attentivement. « Ils s'attendent à ce que nous acceptions, Madame la Présidente. Les espèces plus petites le font toujours. Notre refus les choquerait, mais je ne peux prédire la suite. » La présidente Gibson se leva et fit lentement le tour de la table, pensive. Elle avait déjà mené la Terre à travers des négociations difficiles, mais jamais avec des puissances extraterrestres qui considéraient les humains comme une menace potentielle. « John, je vous autorise à rejeter leurs conditions, » dit-elle finalement. « Mais je veux que vous fassiez plus que cela. Présentez nos propres conditions pour la poursuite de votre participation. » John parut surpris. « Nos conditions, Madame la Présidente ?»« Oui. Dites-leur que nous partagerons les découvertes scientifiques qui bénéficieront à toutes les espèces. Dites-leur que nous aiderons à défendre les petits membres de la Confédération menacés. Mais nous ne serons pas contenus et notre développement ne sera pas surveillé. » L'amiral Carter ajouta « les informant que la Terre possède des capacités de défense qu'ils n'ont pas encore vues. Faites-leur comprendre que si nous recherchons la paix, nous ne sommes pas sans défense. » John hocha la tête, comprenant ces instructions, et s'ils rejettent notre proposition, le visage du président Gibson s'éclaira. « Vous informerez alors la Confédération que la Terre se retire de la liste des candidats à l'adhésion. Nous sommes venus nous joindre à eux en tant qu'égaux, et non en tant que sujets. » À la fin de la transmission, John regarda Olivia. Ses yeux étaient écarquillés par le poids de ce qu'ils allaient bientôt faire. « Ils ne sont pas prêts pour ça, » dit-elle doucement. John sourit d'un air sombre. « Non, ils ne le sont pas. C'est notre seul avantage. » 3 jours passèrent vite. Sur Nexus Prime, des rumeurs se répandirent sur ce que les humains allaient faire. La plupart des extraterrestres s'attendaient à ce que la Terre accepte la proposition de Drax avec des protestations mineures. C'était toujours ce que faisaient les nouvelles espèces face aux exigences des puissants. C'était ce que faisaient toujours les nouvelles espèces face aux exigences des puissants. La salle du conseil était pleine à craquer à l'arrivée de John et Olivia. Des écrans supplémentaires avaient été installés dans Nexus Prime, afin que tous les résidents puissent suivre les débats. Cet événement était devenu l'événement le plus intéressant depuis des décennies pour de nombreuses espèces de la Confédération. La colère du haut conseiller ouvrit la séance. Le conseil donna la parole à l'ambassadeur John Miller de la Terre. John se dirigea vers le centre de la salle. Il portait un simple costume bleu foncé orné du nouvel emblème spatial de la Terre. Une planète bleue entourée d'étoiles. Il ne portait qu'un petit bloc-notes. Olivia s'assit à la place qui leur était assignée, le visage calme mais le regard alerte. « Mes estimés membres de la Confédération galactique, » commença John. Sa voix était ferme et claire. « Depuis 6 mois, nous observons vos activités. Nous avons appris vos coutumes. Nous avons partagé nos connaissances et recherché l'amitié. » La salle était complètement silencieuse. Même les vauriens qui chuchotaient habituellement au sein de leur esprit de ruche étaient immobiles. « La Terre a étudié la proposition du conseiller Vorn, » poursuivit John. « Nous l'avons examinée attentivement et consulté notre gouvernement.
La forme cristalline de Vorn semblait s'illuminer d'impatience. Les Drax s'attendaient à une acceptation, peut-être avec de légères demandes d'ajustement. John marqua une pause et observa la salle. Il croisa le regard de plusieurs représentants, dont son ami Lulani des Vex. Puis il prononça des paroles qui allaient changer l'histoire galactique. La Terre rejette catégoriquement ces termes. Nous n'avons pas traversé les étoiles pour devenir prisonniers de notre propre système solaire. Des murmures et des murmures fusèrent dans la salle. Le corps de cristal de Vorn étincela de lumière, signe de la colère de Drax. Le haut conseiller, furieux, leva les mains pour réclamer le silence. Au lieu de cela, John déclara, lorsque la salle se tut, « Je suis autorisé à présenter les conditions de la Terre pour une participation continue à la Confédération. » Cela causa encore plus de troubles. Les nouvelles espèces ne présentaient pas de conditions. Ils acceptèrent ce qu'on leur proposait. John activa sa tablette, et l'écran principal de la chambre afficha la proposition de la Terre. L'humanité propose des programmes d'échanges scientifiques et médicaux au bénéfice de toutes les espèces. Nous offrons une assistance militaire pour protéger les petits membres de la Confédération confrontés à des menaces extérieures. Nous proposons des échanges culturels et commerciaux. Le conseiller Vorn l'interrompit. C'est sans précédent. Les espèces observatrices n'ont pas d'exigence. John regarda Vorn droit dans les yeux. Nous n'avons aucune exigence. Nous proposons un partenariat d'égal à égal. En échange, nous exigeons la reconnaissance de notre souveraineté et le droit de développer et d'explorer sans restriction. La salle explosa de nouveau. Certains représentants crièrent leur soutien à Vorn. D'autres semblaient intrigués par l'offre de protection de la Terre, en particulier les espèces plus petites, souvent victimes des politiques des grandes puissances. La colère du haut conseiller rappela à l'ordre. Le Conseil débattra de cette question. Ambassadeur Miller, vous attendrez notre décision. John secoua la tête. Non, haut conseiller. L'offre de la Terre exige une réponse immédiate. Nous ne sommes pas venus dans les étoiles pour attendre que d'autres décident de notre sort. Vorn se releva, sa forme cristalline pulsant d'une lumière furieuse. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la Confédération. Vous ne pouvez pas nous dicter vos conditions. La voix de John resta calme. Alors peut-être que la Confédération ne sert pas l'humanité. Il fit un signe de tête à Olivia, qui se leva et commença à rassembler leurs affaires. Ce geste prit tout le monde par surprise. « Que fais-tu » demanda Xerath. John regarda le haut conseiller. « Nous sommes venus à cette table en égaux, en quête d'amitié. Tu as offert la soumission sous couvert de protection. C'est donc à regret que la Terre se retire de la Confédération. » La salle explosa dans le chaos. Certains représentants se levèrent d'un bond. D'autres appelèrent des gardes. Quelques espèces plus petites exprimèrent ce qui ressemblait à de l'admiration. John et Olivia se dirigèrent simplement vers la sortie. Des gardes s'avancèrent pour leur barrer la route, mais s'arrêtèrent lorsque la colère du haut conseiller les fit reculer. L'ancien extraterrestre comprenait ce que les autres ignoraient. Forcer les humains à rester ne ferait qu'empirer les choses. Alors que les portes se refermaient derrière eux, John et Olivia entendirent le vacarme persistant. Ils marchèrent calmement vers leur vaisseau, l'UES Handshake, où l'équipage était en attente depuis 3 jours. « Ramène-nous à la maison », dit John au capitaine. Alors qu'ils s'éloignaient de Nexus Prime, Olivia observa les écrans affichant des centaines de messages provenant des espèces de la Confédération. « Qu'avons-nous fait » demanda-t-elle doucement. John sourit d'un air sombre. « Nous venons de changer la donne. La nouvelle du départ de la Terre s'est répandue à travers la galaxie plus vite que n'importe quel vaisseau. Les réseaux de communication bourdonnaient du récit de l'impensable commis par les humains. Ils avaient quitté la table de la Confédération. De retour sur Terre, la présidente Gibson s'adressa aux Nations Unies. Les dirigeants de toutes les nations se réunirent pour entendre la suite. « Aujourd'hui, nous entrons dans un nouveau chapitre », déclara-t-elle.
La Confédération galactique nous a offert une place de membre de seconde classe. Nous avons décliné. Il nous faut maintenant nous préparer à la suite. L'amiral Carter mit les forces de défense terrestre en état d'alerte. Les vaisseaux jusque-là dissimulés se dirigèrent vers l'extérieur. Des stations de surveillance aux confins du système solaire guettaient le moindre signe de vaisseau de la Confédération. Aucun vaisseau extraterrestre ne pénètre dans notre espace sans autorisation, ordonna Carter. Toute approche doit être considérée comme potentiellement hostile jusqu'à preuve du contraire. Le lieutenant Samantha Powell, désormais promu capitaine, a supervisé le déploiement de sa nouvelle technologie de bouclier sur tous les vaisseaux terrestres. Son équipe a travaillé jour et nuit pour préparer les défenses terrestres. La Confédération n'a aucune idée de ce que nous pouvons faire, dit-elle à ses ingénieurs. Continuons ainsi, à moins que nous ayons besoin de le leur montrer. Alors que les semaines se transformaient en mois et les mois en années, un événement inattendu se produisit. La Terre ferma complètement ses frontières. Aucun vaisseau humain ne quitta le système solaire. Aucun vaisseau extraterrestre ne fut autorisé à y pénétrer. La Confédération envoya 14 missions diplomatiques au cours des 3 années suivantes. Tous furent refoulés à la frontière de l'espace humain. Mais au sein de cet isolement volontaire, l'humanité était loin d'être inactive. La Terre connut ce que les historiens appelleraient plus tard la renaissance des frontières fermées. Sans l'intervention de la Confédération, la technologie humaine progressa à un rythme effréné. L'équipe du capitaine Powell a créé des moteurs plus rapides, capables de traverser la galaxie en quelques semaines au lieu de plusieurs mois. Les scientifiques ont développé de meilleures méthodes agricoles qui ont mis fin à la famine sur Terre. Les colonies sur Mars et Europe se sont rapidement développées à mesure que les populations se sont déplacées vers l'extérieur de leur système solaire. Le président Gibson a lancé un nouveau plan audacieux, l'opération Phare. Ce projet secret prévoyait l'établissement de colonies humaines au-delà de l'espace de la Confédération, dans des régions que les anciens extraterrestres n'avaient jamais explorées. Frank Nelson était à la tête de ce projet. C'était un homme discret, à l'esprit vif et à la main sûre. Avant de devenir explorateur spatial, il avait été agriculteur dans l'Iowa. Il allait désormais mener les premiers humains à s'installer au-delà de l'espace connu. « Nous partons discrètement », dit-il aux colons à bord du vaisseau Pathfinder. « Nous construisons nos maisons loin des regards indiscrets. Nous créons un réseau de mondes humains que personne ne peut contenir. » Le premier vaisseau de colonisation a franchi les limites de l'espace humain grâce à une nouvelle technologie furtive. Les stations de surveillance de la Confédération ne l'ont jamais détecté. En 6 mois, 5 autres vaisseaux suivirent, chacun transportant 1 millier de colons vers différents systèmes stellaires. Pendant ce temps, la Confédération faisait face à ses propres problèmes. Les puissantes espèces qui avaient toujours tout contrôlé se disputaient, désormais. Les Drax accusaient les Vauriens d'effrayer les humains. Les Vauriens accusaient les Drax d'être trop sévères dans leurs exigences. Les espèces plus petites commencèrent à remettre en question l'ancienne structure du pouvoir. Si les humains pouvaient s'en aller, peut-être pourraient-ils eux aussi exiger un meilleur traitement. L'ambassadeur Vex Luleni parla lors des réunions du Conseil de réformer l'accueil des nouvelles espèces. Le haut conseiller Zerat observa ces changements avec inquiétude. L'ancien système qu'il avait contribué à maintenir pendant des siècles commençait à se fissurer. Lors de rencontres privées avec ses conseillers, il a admis la vérité. « Nous avons mal géré les humains », a-t-il déclaré. « Nous les avons traités comme toutes les nouvelles espèces, mais ils ne sont pas comme les autres. Ils se développent trop vite, pensent différemment, et maintenant, ils travaillent en derrière un mur invisible. » L'un de ses conseillers, un membre de l'espèce Eldar à longue durée de vie, a posé la question que beaucoup se posaient. Et s'ils fabriquaient des armes? Et s'ils préparaient leur vengeance? Zrath observait les étoiles visibles à travers la fenêtre de sa chambre. C'est ce qui me terrifie. Nous ignorons ce qu'ils préparent. Nous ignorons ce qu'ils peuvent faire maintenant. Nous ne pouvons qu'attendre. Mais l'attente rendait la Confédération nerveuse.
Et les espèces nerveuses font parfois des choix dangereux. 3 ans et 4 mois après la fermeture des frontières de la Terre, le collectif Vaurien commet une terrible erreur. Ses dirigeants décidèrent que le silence humain était synonyme de faiblesse humaine. Ils y virent une occasion de découvrir les secrets de la Terre tandis que les Drax et d'autres grandes puissances se disputaient. Les Vauriens envoyèrent 5 vaisseaux vers le système solaire. Ils qualifièrent cette expédition de expédition scientifique, mais les vaisseaux transportaient des équipements de balayage et des armes de pointe. Leur véritable mission était de tester les défenses humaines et de recueillir des informations militaires. Les stations de surveillance terrestre détectèrent les vaisseaux vauriens franchissant la frontière. L'amiral Carter envoya un message clair aux vaisseaux en approche. Ici, la force de défense terrienne. Vous êtes entrés dans un espace restreint. Changez immédiatement de cap. Les vaisseaux vauriens ont ignoré l'avertissement. Ils ont continué leur route, leurs capteurs sondant le réseau de défense terrestre. Ils croyaient leur technologie supérieure. Ils avaient tort. Le capitaine Samantha Powell commandait l'UES Defender. Ils avaient tort. Le capitaine Samantha Powell commandait l'UES Defender, le vaisseau de guerre le plus avancé de la Terre. Son vaisseau était caché derrière Mars, hors de portée des capteurs du Vorion. L'amiral Carter lui donna des ordres simples. « Montrez-leur que nous ne sommes pas impuissants, capitaine, mais évitez les pertes si possible. » Powell mit le Defender en position. Son équipage était nerveux mais bien entraîné. Aucun d'entre eux n'avait affronté de vaisseaux extraterrestres en combat réel auparavant. « Visez uniquement leurs moteurs et leur système de communication », ordonna Powell. « Tir de précision. Je veux les neutraliser, pas les détruire. » Le défenseur apparut soudain sur les capteurs vauriens. Avant qu'il ne puisse réagir, soudain sur les capteurs vauriens. Avant qu'il ne puisse réagir, le vaisseau de Powell tira 3 brèves décharges d'énergie. Les nouvelles armes transpercèrent les boucliers vauriens comme si elles n'étaient même pas là. 3 des 5 vaisseaux vauriens s'éteignirent, dérivant dans l'espace, moteur hors service. Les 2 autres se tournèrent vers le Defender pour tirer. Powell activa le système de bouclier qu'elle avait mis des années à développer. Les armes vaurianes heurtèrent les boucliers et semblèrent disparaître, complètement absorbées sans aucun dommage. « Ripostez », ordonna calmement Powell, même cible qu'auparavant. 2 tirs plus précis et les 5 vaisseaux vauriens étaient désormais impuissants, flottant dans l'espace. La bataille avait duré moins de 2 minutes. « Envoyez des navettes de secours », dit Powell à son équipage. « Ramenez les Vauriens à bord et traitez-les bien. Remorquez ensuite leurs vaisseaux jusqu'à la frontière et renvoyez-les chez eux. » La nouvelle de la rencontre se répandit rapidement dans la Confédération. Des réunions d'urgence furent convoquées. De nombreuses espèces éprouvaient désormais une véritable peur des humains. Si la Terre pouvait si facilement vaincre les vaisseaux vauriens, que pouvait-elle faire d'autre? Le haut conseiller Zrath savait que la situation était devenue dangereuse. Il envoya un message privé directement au président Gibson, contournant les voies diplomatiques habituelles. « Les actions des humains étaient justifiées », déclara Zrath lors de la réunion d'urgence du Conseil. Les Vauriens pénétrèrent dans leur espace après des avertissements clairs. La Terre fit preuve de retenue en neutralisant les vaisseaux plutôt qu'en les détruisant. Verne, membre du Conseil, exprima son profond désaccord. Ils dévoilèrent des armes sophistiquées. Ils nous menacent tous. Mais cette fois, de nombreuses autres espèces se rangèrent du côté de Zrath. L'ambassadrice Vex, elle, Lulani, s'exprima avec force. Les Vauriens envahirent en leur espace. Les humains se défendirent sans faire de victimes. Peut-être devrions-nous leur parler au lieu de les craindre. À la Maison-Blanche, la présidente Gibson reçut le message de Zrath. Elle en discuta avec ses conseillers, dont l'amiral Carter et l'ambassadeur John Miller, revenus sur Terre des années auparavant. « Ils les contactent parce qu'ils ont peur », dit Miller. « Ce que les Vauriens ont fait était stupide, mais cela nous ouvre une porte. » L'amiral Carter hocha la tête.
L'équipe du capitaine Powell a montré juste assez de nos capacités pour les inquiéter, mais pas assez pour révéler toutes nos avancées. La présidente Gibson a réfléchi attentivement. Il est peut-être temps de reparler, mais pas en suppliant. Cette fois, nous avons fixé les conditions. Elle a pris sa décision. John, je veux que tu contactes Zrath. Dis-lui que la Terre est prête à reprendre les discussions, mais pas sur Nexus Prime. Nous nous retrouverons dans un lieu neutre, aux confins de notre espace. Miller parut surprise. Qui dirigera notre délégation? La présidente se tourna vers l'amiral Carter. L'amiral dirigera la délégation pour montrer notre force. Puis elle désigna un rapport sur son bureau. Et je veux que le docteur Alicia Martinez vienne aussi. Le docteur Martinez était la plus grande experte terrestre en biologie et psychologie extraterrestre. Elle avait étudié toutes les données disponibles sur les espèces de la Confédération pendant des années, comprenant leur raisonnement mieux que quiconque. Si nous retournons à la table des négociations, déclara la présidente Gibson, nous le ferons d'égal à égal cette fois, et nous veillerons à ce qu'ils le comprennent dès le départ. Un mois plus tard, une nouvelle station spatiale était suspendue dans l'obscurité, aux confins du territoire humain. Construite en un temps record par des ingénieurs terriens, elle témoigne une fois de plus de l'efficacité humaine. La station était simple mais impressionnante, avec une grande salle de réunion centrale entourée de quartiers d'habitation pour toutes les espèces. Les vaisseaux de la Confédération s'approchaient avec prudence. Ils transportaient des représentants de 12 espèces majeures, dont le haut conseiller Drath des Artènes, le conseiller Vorn des Drax et l'ambassadeur Lulani des Vex. Les Voriens n'avaient pas été invités après leur incursion ratée. La délégation terrienne attendait à l'intérieur de la station. L'amiral William Carter se tenait debout, dans son uniforme officiel orné de garnitures dorées et décoré de médailles pour ses années de service. À ses côtés se trouvait le docteur Alicia Martinez, une femme au regard bienveillant et à l'esprit brillant, avait consacré sa vie à la compréhension de la psychologie extraterrestre. Ils regardèrent les représentants extraterrestres entrer dans la salle de réunion. « Bienvenue à la Station Horizon », dit l'amiral Carter. Sa voix était ferme, mais pas hostile. « Veuillez vous asseoir. » Les extraterrestres prirent place à une table ronde. Il n'y avait pas de poste supérieur ou inférieur. Chacun était assis sur un pied d'égalité. Ce détail n'échappa pas aux visiteurs. Le haut conseiller Colère prit la parole en premier. Nous apprécions la volonté de la Terre de reprendre le dialogue. Le regrettable incident avec les vaisseaux vauriens n'a pas été approuvé par le Conseil de la Confédération. L'amiral Carter acquiesça. Nous considérions le problème comme résolu une fois leurs vaisseaux restitués. Maintenant, regardons vers l'avenir, et non vers le passé. Le docteur Martinez observa le langage corporel de chaque extraterrestre. Elle remarqua que la forme cristalline de Vorn s'estompait légèrement, témoignant de son malaise. Elle vit les plus petites espèces regarder les représentants de la Terre avec espoir. La Terre a prospéré pendant notre période d'isolement, poursuivit l'amiral Carter. Nous avons développé notre technologie, étendu nos colonies au sein de notre système et préparé notre avenir. Nous sommes désormais prêts à interagir à nouveau avec la galaxie, mais selon de nouvelles conditions. Vorn s'agita sur son siège. Quelles conditions les humains proposent-ils cette fois-ci? Le docteur Martinez prit la parole pour la première fois. Sa voix était douce mais assurée. Des conditions qui profitent à tous, pas seulement aux puissants. Elle activa un écran au centre de la table. Il présentait des cartes stellaires et des schémas technologiques. L'IRF propose des avancées médicales bénéfiques pour toutes les espèces. Nous proposons des moteurs plus rapides qui peuvent diviser par 2 les temps de trajet entre les systèmes. Nous proposons des méthodes de production alimentaire qui peuvent mettre fin à la faim sur des planètes sans difficulté. Les représentants se penchèrent un temps en avant, intéressés malgré eux. Même Vorn semblait intrigué par ce qu'il voyait. L'amiral Carter poursuivit. En échange, nous demandons un statut égal au sein de la Confédération, non pas comme nouveaux venus,
mais comme membres à part entière. Nous demandons le droit de nous étendre dans des régions non revendiquées de l'espace, et nous proposons une nouvelle alliance de défense pour protéger les espèces plus petites des menaces. Cette dernière partie fit sensation. De nombreuses espèces plus petites avaient souffert de la domination politique des Drax et des Vauriens pendant des siècles. L'idée d'être protégé par un puissant allié changea tout. L'Eulanie des Vex prit la parole. Les Vex accueilleraient favorablement un tel arrangement. Trop longtemps, les voix des plus modestes ont été ignorées lors des réunions du Conseil. 3 autres représentants acquiescèrent rapidement. La salle bourdonna de conversations animées. Le corps de cristal de Vorn étincela de lumière. C'est scandaleux. Les humains ne peuvent pas simplement revenir après des années d'isolement et changer la structure de la Confédération. Le haut conseiller Kourou leva la main pour réclamer le silence. En fait, ils peuvent proposer des changements. Tous les membres le peuvent. C'est notre loi. Il regarda l'amiral Carter avec un respect renouvelé. Vous avez étudié nos codes juridiques pendant votre isolement, n'est-ce pas? L'amiral Carter sourit légèrement. Le docteur Martinez a mené des recherches très approfondies. Le docteur Martinez regarda autour de la table. Nous savons que plusieurs espèces de taille moyenne réclament des réformes depuis des siècles. Nous savons que la structure actuelle du pouvoir ne profite qu'à quelques-uns. Nous proposons une alternative. À la fin de cette première réunion, 5 espèces avaient déjà manifesté leur soutien aux propositions de la Terre. La galaxie se transformait sous leurs yeux. Cette nuit-là, tandis que les représentants extraterrestres retournaient à leur vaisseau pour étudier l'offre de la Terre, le haut conseiller Zrath resta sur place pour s'entretenir en privé avec l'amiral Carter. « Vous aviez tout prévu, n'est-ce pas » demanda Zrath. Le repli sur soi, l'isolement, tout ça. L'amiral Carter observait les étoiles par le hublot. « Disons que nous avons su reconnaître une opportunité quand nous en avons vu une. Les humains savent s'adapter aux situations difficiles. » Zrath hocha lentement la tête. Les Drax et les Vauriens résisteront à ces changements. Nous nous y attendions, répondit Carter calmement. Mais ils découvriront que les anciennes méthodes sont révolues. 5 ans s'étaient écoulés depuis le jour où les humains avaient quitté la table de la Confédération. Ils y retournaient désormais selon leurs propres conditions, et la galaxie ne serait plus jamais la même. Les négociations à la station Horizon durèrent 3 mois. Chaque jour apportait son lot de nouveaux accords et alliances. 17 espèces s'allièrent officiellement à la Terre, créant ce qui devint l'accord d'unité. Certaines espèces plus importantes adhérèrent même à cet accord lorsqu'elles comprirent les avantages de la technologie humaine. La cérémonie de signature finale eut lieu dans la grande chambre de Nexus Prime, la même salle où John Miller s'était autrefois tenu en simple observateur. Il était désormais de retour en tant qu'ambassadeur principal de la Terre. À ses côtés se tenait Olivia Grant, qui n'était plus son assistante, mais une diplomate respectée. « C'est un jour historique », annonça le Kourou du haut conseiller à la chambre comble. « Aujourd'hui, nous signons une nouvelle charte galactique qui reconnaît toutes les espèces comme des partenaires égaux dans notre avenir commun. » John s'avança pour signer pour la Terre. En appuyant son pouce sur le lecteur de documents, il se souvint de ce jour, 5 ans auparavant, où ils étaient partis. Ce souvenir le fit sourire. Les Drax et les Vauriens avaient lutté jusqu'au bout contre les changements. Mais lorsque 8 autres espèces menacèrent de quitter la Confédération et de rejoindre les humains, ils finirent par accepter la nouvelle réalité. Vorn, membre du Conseil, observait désormais, de son corps de cristal, l'officialisation de la nouvelle charte. Mais le véritable pouvoir de l'humanité dépassait largement ce que la plupart des espèces de la Confédération connaissaient. Pendant que des négociations se déroulaient à la Station Horizon, les colonies de Frank Nelson, au-delà de l'espace connu, prospéraient. 27 nouvelles colonies humaines existaient désormais dans des régions que la Confédération n'avait jamais explorées. Ces colonies avaient découvert des ressources et des technologies ancestrales qui avaient fait de la Terre une puissance économique.
Frank lui-même avait découvert les ruines d'une civilisation remontant à 1 million d'années. Les connaissances acquises grâce à ces ruines ont aidé les humains à développer une technologie encore plus avancée. L'amiral Carter, désormais commandant de flotte, a mis en place une initiative de défense conjointe avec les espèces plus petites, ayant adhéré à l'accord d'unité. Le capitaine Powell, devenu amiral Powell, a dirigé des programmes de formation qui ont aidé ces espèces à se protéger. « Nous ne voulons pas nous battre pour eux », a déclaré Powell à ses officiers. « Nous voulons leur apprendre à se débrouiller seuls. » Le docteur Martinez a collaboré avec des scientifiques de 30 espèces différentes pour résoudre des problèmes médicaux qui les affligeaient depuis des siècles. Son équipe de recherche a mis au point des remèdes à des maladies qui avaient tué des millions de personnes, gagnant la gratitude du monde entier. Après la cérémonie de signature, John et Olivia se tenaient près d'un hublot, admirant les étoiles. Ils se souvenaient de leur première arrivée à Nexus Prime, des années auparavant, quand tout leur avait semblé si bouleversant. « Aviez-vous imaginé que cela finirait comme ça ?» demanda Olivia. John secoua la tête. « Jamais. J'espérais juste que nous ne déclencherions pas une guerre interstellaire. »« Votre geste audacieux a tout changé, » dit une voix derrière eux. Ils se retournèrent et aperçurent un Loulani des Vex, flottant dans sa bulle d'eau. « Lorsque les humains quittèrent la table, vous nous avez montré à tous que les anciennes coutumes pouvaient être remises en question. » De l'autre côté de la salle, Colère du haut conseiller les observait tous les trois discuter. L'antique Artan avait guidé la Confédération pendant des siècles. Il avait vu des espèces prospérer et décliner, des conflits éclater, mais il n'avait jamais rien vu de comparable aux humains. « Ils avaient de plus changé en 5 ans que nous en 5000, » dit-il à son assistant. La Confédération, autrefois stagnante sous le contrôle de quelques espèces puissantes, débordait désormais d'énergie et d'innovation. Les espèces plus petites, ignorées pendant des millénaires, avaient désormais leur mot à dire dans les décisions. De nouvelles explorations repoussèrent les limites de l'espace connu. Les échanges culturels apportèrent des idées nouvelles à des mondes qui avaient peu évolué depuis des générations. La présidente Gibson, qui en était à sa dernière année de mandat, accueillit la nouvelle de la signature avec satisfaction. Dans le bureau ovale, elle s'entretint avec l'amiral Carter par canal sécurisé. « Le pari a été gagnant, » dit-elle. Quitter la table les a forcés à nous voir différemment. L'amiral Carter hocha la tête. Parfois, il faut s'éloigner pour avancer. Cette phrase allait devenir célèbre dans tout l'espace humain. Elle figurait sur les monuments et dans les livres d'histoire, rappelant aux générations futures la leçon apprise. La vraie force réside parfois dans le courage de s'éloigner. Les espèces qui avaient autrefois regardé avec terreur les humains quitter la table les considèrent désormais avec respect, solidarité et espoir d'un avenir meilleur parmi les étoiles.